Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Et donc aujourd'hui, vous nous présentez donc deux BD, Le Bestiaire du Crépuscule de Schmitt et Céleste, bien sûr, Monsieur Proust de... Est-ce que vous pouvez me rappeler? Chloé Cruchaudet. Alors, Le Bestiaire du Crépuscule de Daria Schmitt, ça parle de quoi? C'est une histoire fantastique. Je détermine le genre et ce n'est pas un qualificatif qui s'applique à l'histoire elle-même, dire à l'intérêt passionnant qu'elle pourrait susciter. Daria Schmitt met en scène le gardien d'un parc. Dans ce parc, il a des créatures fantastiques et il est le seul à les voir. Ces créatures fantastiques sont comme d'immenses poissons rouges, des yeux, donc qui sont comme des yeux tout seuls. Ça n'a rien d'ailleurs de sanguinolent, c'est juste étrange. Et ce parc est géré bien sûr par un conseil d'administration. Il y a une nouvelle directrice du parc qui arrive avec des idées extrêmement pédagogiques et tendances sur la manière d'animer le parc. Et le gardien est extrêmement inquiet à l'idée que la manière dont on va redessiner les allées ou installer une balançoire quelque part ou avoir des activités pédagogiques ici risque de bouleverser la vie des pensionnaires dont lui seul connaît l'existence et qui sont néanmoins très réels. Donc c'est une histoire fantastique au sens où il y a deux mondes qui s'interpénètrent. Il y a un passeur, donc comme d'habitude, entre le monde visible et le monde invisible. Ce passeur donc est un gardien. Le gardien, dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui n'est pas très intéressant, il s'appelle Providence et il a la tête de l'écrivain Lovecraft. Alors Providence, c'était la ville imaginaire où Lovecraft a situé un certain nombre de ses écrits. Et on se retrouve ici avec quelqu'un qui a longuement médité l'œuvre de Lovecraft et qui en donne une adaptation, une transposition. C'est une espèce d'hommage et on a la possibilité de rentrer dans la fantasmagorie propre à Lovecraft. Ce qui est intéressant, Est-ce que vous pouvez rappeler Lovecraft? Lovecraft, écrivain américain du début du XXe siècle, qui Houellebecq lui a consacré un essai, vous me le rappeliez tout à l'heure, car évidemment je prétends préparer mes émissions. Corentin, grâce à Dieu, nous les préparons ensemble en réalité. Abonde et surabonde dans la préparation. Et Lovecraft, qui ne s'est jamais marié, qui était protestant jusqu'au dernier atome, était évidemment hanté par le problème du mal. Il était par ailleurs passablement raciste et pauvre, donc ce qui fait qu'à l'arrivée il était plutôt misanthrope. Et il a imaginé un monde où notre civilisation en fait repose sur une succession de civilisations disparues, dont les grands anciens, qui sont plus ou moins des poulpes gigantesques et maléfiques qui hantent les fonds de la mer et qui de temps en temps ressortent et viennent hanter les rêves des hommes. Donc un truc particulièrement joyeux, mais avec une puissance d'évocation incroyable, un univers extrêmement cohérent, au point d'ailleurs qu'il a eu des successeurs qui se sont emparés du mythe de Cthulhu, donc Cthulhu étant le plus infâme des grands anciens, et du Necronomicon, le livre de magie noire de l'arabe fou Abdelrazek. Enfin voilà, donc tout ça, ce sont des mots-clés pour les admirateurs de Lovecraft. L'intérêt de la bande dessinée de Daria Schmitt, c'est la manière dont elle réussit à graphiquement montrer comment est-ce que deux mondes coexistent. Il y a le monde réel qui est en fait entièrement en noir et blanc, avec un trait assez classique, on a l'impression d'un dessin à la plume, et qui est véritablement une bande dessinée normale. Évidemment des personnages un peu extraordinaires, avec de très beaux effets de matière, notamment l'eau, les arbres sont magnifiquement traités, et il y a en couleur le monde que les gens ne voient pas normalement, et qui est un monde avec des couleurs un peu fluorescentes, des couleurs un peu chimiques, qui est particulièrement réussi. Donc il y a des roses qui sont un peu inquiétants, il y a des turquoises qui sont vaguement malades, et à un moment donné, à la page 83 notamment, Cthulhu, ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, apparaît. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que bien sûr le personnage du gardien erre dans ce parc, s'y promène, décide de se rendre à un endroit à un autre,
il est le seul à percevoir ce qui l'entoure. Évidemment, les autres sont toujours étonnés de voir la tête catastrophée qu'il a quand un poulpe gigantesque est en train de les consacrer, de les regarder sombrement, ou quand des poissons volants avec des bonnets de marins sont en train de les regarder avec un air piteux. Raconté comme ça, on a l'impression que ça ne rime à rien. Et c'est vrai, fondamentalement, on ne peut pas dire que cette histoire soit passionnante. Ce qu'il y a de remarquable, c'est la capacité à mêler les deux univers, à nous emmener peu à peu, surtout vers une nouvelle de Lovecraft qui est insérée au centre du livre, ou plutôt à la fin. C'est L'étrange maison haute dans la brume, qui est une vraie nouvelle de Lovecraft. Et donc, le fait d'arriver au bout du compte à obtenir ce livre était l'une des quêtes. Et on a l'illustration de cette maison perdue dans la brume, où en fait on nous raconte l'histoire de cette maison dont la porte en fait ouvre sur la falaise, et où un écrivain vient, rencontre à l'intérieur de la maison quelqu'un qui est très content de le recevoir, et il se rend compte que cette personne est en liaison avec l'univers extérieur. Et il finit par repartir en étant lui purgé de sa mélancolie, et en laissant une partie de sa mélancolie à l'intérieur de la maison, mais qui du coup, la mélancolie ayant trouvé son univers normal, si j'ose dire, anime la maison de rire joyeux. Enfin, tout ça est absolument charmant. Mm-hmm. Et l'ouvrage de Daria Schmidt est surtout une prouesse graphique, une manière de rentrer en contact avec l'œuvre de Lovecraft, qui n'est pas un auteur génial, mais qui a le mérite d'être saisissant, et qui surtout a énormément inspiré beaucoup de cinéastes, beaucoup d'auteurs de bande dessinée, beaucoup d'illustrateurs. Il y a une publication bibliographique importante autour de son œuvre, avec notamment du côté des mangas japonais, des adaptations saisissantes, puisque là, vraiment la manière dont Lovecraft décrit les choses, ce côté années 20, années 30 où il a écrit, cette côte atlantique 19e, froide, triste, maussade, protestante en un mot, est magnifiquement rendue par le noir et blanc. Lovecraft, c'est les années 20, 30 ? Oui, Lovecraft, c'est vieux en fait. Oui, c'est beaucoup plus vieux que moi. Et comment... C'est encore plus vieux que moi, Corentin. et comment on explique qu'on en parle encore 100 ans après ? Eh bien, la cohérence du monde, le fait que le corpus soit assez fermé, et malgré tout peut-être aussi le fait que y a ce goût fantastique pour le fantastique des anglo-saxons, avec Arthur Machen, le grand dieu Pan, même un peu de temps en temps Saki, Chesterton, qui a toujours, on est à proximité du monde des fées, Tolkien. Et on se retrouve là avec un auteur qui marque, parce qu'il est d'une certaine manière brutal. On se prend Lovecraft dans la face, parce que quand on arrive et que quelqu'un vous raconte qu'il y a un peuple poisson qui vient avoir un commerce charnel avec les pêcheurs de Portland, évidemment, donc Lovecraft est toujours largement en deçà de l'horreur, et donc il se contente de décrire en nous disant mon Dieu c'était abominable, mais on ne saura jamais à quel point ça pouvait l'être, et en tout cas grâce à Dieu on n'a aucun détail. Ça frappe les imaginations, et les anglo-saxons ont cette espèce de puissance de feu incroyable, puisque donc lisant le peu d'auteurs remarquables qu'ils ont, Lovecraft évidemment sort du lot et nourrit un imaginaire qui aujourd'hui est quand même moins hanté par Hawthorne ou les grands poètes américains, que justement par tout ce qui était cette littérature fantastique et populaire. Et donc votre deuxième BD, c'est Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Alors. Rien à voir, et en même temps c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de même que Daria Schmidt rentre dans l'univers de Lovecraft, Chloé Cruchaudet, elle, rentre dans l'univers de Proust. C'est une bande dessinée qui physiquement n'a rien à voir, puisque donc ce n'est pas du tout dessiné à la plume, c'est entièrement dessiné au lavis. On a droit, en fait, c'est du pastel, donc c'est du lavis. Donc ce sont des encres délayées. C'est un trait délicat, avec une mise en couleur très sobre. Chaque planche a une ambiance colorée propre. Elle est toute en demi-teinte. Et surtout, l'idée, c'est de nous raconter Monsieur Proust à travers les confidences que Céleste, sa gouvernante, a fini par donner. Donc Céleste a été gouvernante de Proust pendant 9 ans. Donc Proust était... je crois que son mari lui servait de chauffeur de taxi, et donc Proust, à un moment donné, cherchait quelqu'un pour lui servir du café à 4h du matin, et donc le chauffeur de taxi a proposé ça à sa femme, d'autant que comme il avait été mobilisé en 14-18, au moins ça faisait un abri, un emploi et un revenu pour sa femme.
Et donc Céleste a servi Monsieur Proust pendant 9 ans, et donc Proust est présenté tel qu'il est, c'est-à-dire une espèce d'être névrosé complet, perpétuellement emmitouflé, en train de regarder ce qui se passe autour de lui et de percevoir vibrionnant 1000 choses. Et Céleste, elle qui sort de sa campagne et évidemment ignore tout des délicatesses de la littérature telle que Proust la pratique, et peu à peu entraînée dans le monde de l'écrivain, et surtout elle fait de Monsieur Proust son dieu vivant, elle le sert, elle apprend à respecter le moindre de ses caprices, à apprécier le moindre de ses propos. Et on a quelque chose qui est délicieux, puisqu'il y a 2 histoires. Il y a d'une part la manière dont cette jeune femme, qui n'est pas destinée à fréquenter un génie de la littérature, rentre dans l'intimité de cette personne, rentre dans les entrelacs de sa psyché, et par ailleurs, on a droit à la manière dont Proust distille devant nous, en direct, si j'ose dire, une partie de son existence. Comment tel voyage à la plage lui inspire tel passage d'Albertine disparue, comment tel épisode de la guerre de 14-18 lui fait penser à la manière dont il va mettre en scène le baron de Charlus dans un bordel dans l'un des derniers tomes de la recherche. Et c'est la manière dont il reçoit Gide, d'ailleurs, Gide est moqué, c'est absolument délicieux, la manière dont il apprend à Céleste à téléphoner, à répondre au téléphone, c'est remarquable, c'est très bien dessiné. Voilà, il faut rentrer dans le style, et il y a surtout un dernier détail qui est quand même important, c'est ce que Cruchotdet nous raconte est entièrement tiré de ce que Céleste elle-même a dit, c'est-à-dire Céleste Albaret n'a pas inventé Proust, elle a vraiment vécu 9 ans avec lui, elle a attendu d'avoir 80 ans ou 82 ans pour raconter dans une série d'entretiens radiophoniques ce qu'elle avait vécu, et donc c'est documenté. Donc il y a une réinvention évidemment de la part de Madame Cruchotdet, mais c'est une réinvention qui est fondée sur tout ce qu'il y a comme documentation réaliste, d'ailleurs qui est citée à la fin de l'ouvrage, avec les sources sélectives, évidemment, non seulement Proust, mais aussi Thierry Laget, Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire, Céleste Albaret, Monsieur Proust, souvenirs recueillis par Georges Belmont aux éditions Robert Laffont, Documento 2014, les entretiens avec Céleste Albaret menés par Georges Belmont, donc numérisés et disponibles à la Bibliothèque nationale de France. On est à l'intérieur d'une œuvre qui est fondée sur les sources historiques les plus sûres. On est surtout, une fois de plus, à l'intérieur de la manière dont Proust pouvait imaginer les choses, dont Céleste Albaret pouvait comprendre comment il les imaginait. Et c'est une très bonne manière de rentrer dans la recherche du temps perdu par la petite porte. Voilà, c'est toujours un ouvrage évidemment gigantesque, c'est un monument. Les 50 premières pages sont pénibles généralement. Peut-être que ceux qui liront Céleste de Chloé Cruchotdet auront une voie d'accès plus simple par rapport à ce que Proust a pu nous dire. Eh ben, merci beaucoup Richard de Sèze. Donc on rappelle Le Bestiaire du crépuscule de Daria Schmitt et Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Est-ce que Proust était de droite, Richard de Sèze? Parce que vous êtes l'auteur de Le rond de serviette est-il de droite, donc Proust? Eh bien, je ne crois pas. Mais alors, il était nationaliste, il était patriote, il avait l'amour de son pays, de sa culture, et donc aujourd'hui il serait terriblement de droite. Mais en même temps, Proust était terriblement dans l'air du temps. Est-ce que Proust, qui adorait le fait que Léon Daudet lui tresse des louanges, Léon Daudet de l'Action française, qui adressait des lettres enflammées pour expliquer à quel point il était d'accord avec l'Action française, et que ce que Proust aujourd'hui ne serait pas La République en marche, là il y a un gros doute. Je ne sais pas si Proust était essentiellement de droite. Il baignait dans la culture de son époque, qui était une culture qui considérait que les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, la France est la France, Dieu est Dieu, donc effectivement ça l'ancre quand même raisonnablement à droite. Il vaut mieux le lire comme ça en tout cas. Et la semaine prochaine on parlera notamment du général de Gaulle avec De Gaulle à la plage, et on verra si le général de Gaulle était de droite. Merci beaucoup Richard de Sèze, on se retrouve la semaine prochaine. On rappelle que vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.